Bonjour et bienvenue à votre édition 2025, la première édition de cette semaine dans Dautré, édition du 12 janvier 2025. Premièrement, bonne année à tous nos auditeurs. Nous espérons que vous soyez présents lors de toutes nos présentations d'émissions, dont le bulletin de nouvelles et autres émissions d'information. Aujourd'hui, les sujets seront quand même assez courts, mais très intéressants. Premièrement, des extraits du conseil municipal de Saint-Cuthbert, qui a été le dernier à présenter son budget pour l'année 2025. Donc, on vous présente les faits saillants de ce budget. La municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier a ouvert le bal tôt cette année pour les conseils municipaux, donc des extraits du conseil municipal de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Entre autres, il sera question du site d'enfouissement, donc une réponse à une lettre ou à des avis de CPTAQ. On termine avec une entrevue avec Félix Rose, qui a fait le documentaire La bataille de Saint-Léonard, une bataille qui a eu lieu juste un petit peu avant les événements d'octobre. On parle dans les années 70. On parle de l'implantation, on pourrait dire, des écoles avec linguistique. C'est vraiment un sujet très intéressant. Donc, une confrontation qui a eu lieu dans cette période à Saint-Léonard. C'est pour ça la bataille de Saint-Léonard entre des gens d'origine italienne et des francophones de souche et qui a été par la suite, on pourrait dire, une prémisse à la loi 101, la loi sur le français, qui a été promulguée par le Parti libéral en 1976 lors de l'élection du Parti québécois. Et pour commencer l'année aussi, on vous présente une petite séance de yoga en terminant. Question de relaxer, question de bien partir l'année. Sur ce, bonne écoute et on se revoit pour un autre 7 semaines dans Dautré. 5.1, l'adoption du règlement sur le traitement des élus municipaux qui va abroger le règlement numéro 606-2023. Un proposeur en secondaire pourrait accepter l'augmentation de 3% sur le traitement des élus municipaux. C'est voté 3% d'augmentation comme la plupart des employés en France. Un proposeur en secondaire, M. Soulière avec M. Laferrière. D'accord. Tout le monde est d'accord avec accepter à l'unanimité. Mais vous devez mentionner... Oui, aussi, il faut que je mentionne que c'est un des seuls, sinon le seul règlement qu'il faut que je vote moi aussi, puis je vote favorablement à cette décision. En 9.1, on a la position de la municipalité relative à l'orientation préliminaire de la CPTAQ, la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Ça vaut à peine que je la lise. Il fallait prendre position parce que la MRC, début décembre, a passé une résolution pour aviser la CPTAQ que dans leur orientation préliminaire, ils font acte qu'il y aurait un site de moins, parce qu'il y a une demande qui a été déposée par la MRC de Joliette pour l'agrandissement du site à Saint-Thomas. Puis dans leur orientation préliminaire, la CPTAQ dit que les dépôts des Nord sont propriétaires d'un site de moindre importance, de moindre impact à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Mais évidemment, ça approcherait le site, au lieu de le reculer d'1 kilomètre, ça rapprocherait le site d'à peu près 1 kilomètre derrière les maisons du Durand-Bardechette et compagnie. Puis ça rapproche des deux domaines, ça rapproche du petit bois. Donc, la MRC a avisé la CPTAQ que les sites d'enfouissement dans la MRC de Dautré sont actuellement interdits, puis qu'on n'a pas d'intention de changer le schéma d'aménagement de la MRC. Donc, nous autres, on est d'accord avec l'orientation de la MRC dans ce dossier-là. Et on veut prendre position pour aviser la MRC de Dautré, justement, qu'on est d'accord avec leur position à la MRC. Ça vaut à peine que je vous la lise. Considérant que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a émis le 20 novembre l'orientation préliminaire relative à la demande d'exclusion numéro 446663, considérant que cette orientation préliminaire a été élaborée dans le cadre d'une demande d'exclusion déposée par la MRC de Joliette visant à permettre l'agrandissement du site d'enfouissement technique de dépôt Rive-Nord situé dans la municipalité de Saint-Thomas,
Considérant que la commission, la CPTAQ, identifie dans son orientation préliminaire un site S1 situé dans le territoire de la MRC de Dautrey, à Sainte-Geneviève-de-Berthier, comme site de moindre impact qui devrait être considéré dans le cadre de la demande d'exclusion. Considérant que notre réglementation municipale est incompatible avec l'exploitation d'un site d'enfouissement, considérant que l'option du site S1 aurait comme conséquence d'amplifier les inconvénients déjà subis par les citoyens de Sainte-Geneviève depuis plus de 20 ans, étant donné que le nouveau site se rapprocherait des citoyens, notamment du rang Bardochette, du domaine de Grand-Pré et du domaine d'Autrey. Considérant la résolution numéro CM 2024-12-427 de la MRC d'Autrey qui informe la Commission que le Conseil de la MRC d'Autrey n'a pas d'intention de modifier son schéma d'aménagement en vue de permettre la présence d'un site d'enfouissement sur le site S1, et considérant que la municipalité de Sainte-Geneviève est parfaitement en accord avec la position de la MRC d'Autrey dans ce dossier, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, que la municipalité de Sainte-Geneviève confirme à la MRC d'Autrey son accord sur l'orientation de celle-ci quant à son intention de ne pas changer son schéma d'aménagement en vue de permettre la présence d'un site d'enfouissement sur le site S1 et s'oppose implicitement à l'exploitation d'une nouvelle cellule d'enfouissement sur son territoire. Que copie de la résolution soit transmise à l'Union des producteurs agricoles, à la CPTAQ, à le dépôt Rive-Nord, à la MRC d'Autrey, à la MRC de Joliette, au ministère des Affaires municipales, au ministère de l'Agriculture et à la Direction générale de la santé publique et à la députée de Berthier, Mme Caroline Prou. Tout le monde est d'accord avec ça, proposé par M. Bayard, secondé par M. Darvaux. Accepté à l'unanimité. En 11.1, 15 jours, air en fête. Attendu que la municipalité de Sainte-Geneviève souhaite offrir un camp de jour municipal régulier, accessible et de qualité à ses citoyens, attendu que Air en Fête possède une expertise reconnue en matière de gestion de loisirs et une certification de l'Association des camps certifiés du Québec assurant au maximum la qualité des services offerts, attendu qu'un protocole d'entente a été préparé par Air en Fête en date du 13 décembre et que les thèmes du dit protocole sont basés sur une entente intermunicipale entre la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier, la visitation des Dupas et la ville de Berthierville. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, que le conseil municipal de Sainte-Geneviève mandate Air en Fête pour la gestion de la programmation, de la planification, de l'organisation et de la coordination, de la gestion des ressources humaines, de la gestion des ressources financières, la gestion des ressources matérielles, la gestion des communications et la promotion du camp de jour estival 2025. Le conseil municipal autorise Mme Caroline Benjamin, directrice générale adjointe et chargée de projet, à signer pour et au nom de la municipalité le protocole d'entente à intervenir entre la municipalité et Air en Fête. L'an passé, au printemps, on a eu beaucoup de citoyens qui sont venus nous demander, on était toujours tributaire de Berthierville. C'est évident et c'est normal que Berthierville desservait ses citoyens. Les classes restantes, ils ouvraient à une date précise. Là, tout le monde se lance le même matin, puis il n'y avait pas de place pour tout le monde. De mémoire, je pense que l'an passé, on a eu 29 enfants qui ont participé au camp de jour de Berthierville. Puis nous autres, notre demande est autour de 60 enfants. Fait qu'il y avait beaucoup de grands-parents qui mettaient l'épaule à la roue. Puis beaucoup de citoyens qui étaient mécontents, puis qui sont venus nous voir au printemps, puis ça n'a pas de bon sens. Bon. Fait que, on a fait tous les efforts nécessaires. On a pensé même à partir le camp de jour individuellement à l'école Sainte-Geneviève. Puis après ça, quand on a communiqué avec Air en Fête, en passant, c'est une compagnie qui est très, très reconnue à travers le Québec. Je pense qu'ils en font 60 ou 70 camps de jour à travers le Québec. Montréal, à Deux-Montagnes, à Sorel, il y en a Puis, on a pensé à le faire tout seul, mais par souci d'économie, si on grossit le nombre, évidemment, eux autres, ils ont des prix un peu plus
bas parce qu'il y a plus d'enfants. Donc, on a parlé à l'île du Port en partant, parce que l'île du Port était un peu dans la même situation que nous autres. Il était beaucoup tributaire de l'île Saint-Ignace puis de Berthierville. Il y avait même des enfants qui se ramassaient à l'air là, eux autres qui ont sauté dans le bateau, c'est sûr, à l'île du Port. M. Goyette était bien content de notre proposition. Il embarque avec nous haut la main. Il y en a une vingtaine d'enfants à l'île du Port. Nous autres, on a une soixantaine, ça fait 80. Puis là, Berthierville, on leur en a parlé. Puis Berthierville, ils ont dit si on se met ensemble, c'est encore mieux. On va être, les autres, ils parlent d'autour de 120. Fait que, c'est un 40 jours tripartite. Là, on fait ça tout ensemble. Puis on va avoir à peu près 200 enfants. Puis c'est de cette façon-là qu'on a pu avoir le meilleur taux. Parce qu'il y a une économie d'échelle à faire, c'est sûr. Donc, on va avoir les 40 jours en 2025. Le protocole d'entente va se signer cette semaine ou la semaine prochaine. Ils vont déjà commencer à communiquer avec les enfants qui vont à Polyvalente pour avoir des moniteurs au cours des études. C'est un peu pour ça qu'on nous presse de faire ça en janvier, parce qu'ils commencent déjà les pourparlers avec les jeunes pour venir comme moniteur au 40 jours 2025. Un proposeur en secondaire, M. Souguerre, avec M. Darville. Tout le monde est d'accord, accepté à l'unanimité. Je suis en compagnie de M. Félix Rose, qui est documentaliste, on peut dire, on peut vous présenter de cette façon-là, réalisateur, et d'un film, justement, un documentaire très intéressant, La bataille de Saint-Léonard, et c'est pas une bataille comme les plaines d'Abraham. Donc, pouvez-vous nous parler un petit peu de la prémisse de ce documentaire-là? Mais Saint-Léonard, là, avant, il n'y avait rien, OK? C'est sur l'île de Montréal, mais c'était des terres agricoles. Puis, à la fin des années, après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une vague massive d'Italiens et un entrepreneur italien qui s'appelle Mario Baroni, qui a construit en grande partie la ville de Saint-Léonard avec des duplex. Ouais. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est amener des gens de sa communauté. Ce qui fait que ça a peut-être créé un choc culturel avec les francophones qui étaient déjà là. En quelques années, les Italiens sont devenus 40% de la population de Saint-Léonard. Et eux, quand ils sont arrivés au Québec, ils ont compris que, parce qu'ils sont aussi pauvres que les Canadiens français, même plus pauvres, que pour se sortir de leur classe sociale, il faut parler l'anglais. Parce que Oui. la langue était la langue d'ascenseur social. Et ils demandent des écoles bilingues, français et anglais, comme ils veulent apprendre le français, mais les deux. On leur accorde. Mais là, quelques années plus tard, les parents francophones réalisent que leurs enfants, ils se font angliciser parce que forcément, l'anglais finit par l'apporter sur le français. Puis là, tu as un parent qui s'appelle Raymond Lemieux, qui allume, puis qui dit, ça n'a pas de bon sens. Donc, il devient président d'un mouvement pour abolir les classes bilingues et que Saint-Léonard soit unilingue. Donc, il y a une élection scolaire et il gagne. Mais c'est sûr OK. que les Italiens, eux, ils prennent mal, là, ils voient comme on veut leur enlever des droits. Donc, de là, s'engage une bagarre qui commence de façon gentille, mais qui dégénère puis qui devient très violent. Là. Le Québec devient à feu et à sang. Ça Bon, devient ouais. plus juste Saint-Léonard et tout le Québec, qui amène ultimement à la loi 101. Mais là, quand vous me parlez de ces personnages-là, ils ont vraiment existé, là. C'est pas des noms fictifs, c'est vraiment le Non, nom non, des non, ben, personnes. c'est un documentaire, donc c'est vraiment C'est vraiment, c'est deux personnages historiques qui ont existé. Mais étant donné que la crise a été un peu évacuée de la mémoire collective, oui. possiblement à cause de la crise d'octobre qui arrive peu de temps après, c'est sûr que c'est des personnages qu'on a oubliés, que moi je remets de l'avant. Et c'était quoi votre motivation? Parce que vous avez entendu parler, votre 7 ans de recherche, c'était à l'origine ça, parler de la loi 101 ou c'était quoi exactement ce but-là? Parce que je vous avoue honnêtement, tu sais, avec mon âge, là, cette façon de parler, tu sais, j'ai pas entendu beaucoup parler de ça. On a entendu parler de la loi 101, tu sais, des batailles qu'il y a eu beaucoup, puis qu'il y a encore beaucoup avec la loi 101 présentement sur l'anglicisation de beaucoup de choses. Et bon, tu sais, là, mais ça l'a amené aussi, je pense, le fait que ses parents ont étudié en anglais, a le droit d'aller étudier en anglais, mais Ouais. il y a eu des restrictions là, par rapport à ça. Là. Oui, utilement, parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes, là, comme je l'ai dit. Le gouvernement à l'époque avait dit un peu que la communauté italienne avait raison, puis il avait fait, c'est l'Union nationale, Jean-Jacques Bertin, il avait fait une loi, la loi 63, qui faisait que tout le monde pouvait décider la langue d'enseignement. Ouais. Puis là, les francophones étaient fâchés de ça. Puis là, il y a eu des émeutes, il y a eu des grosses contestations. Le gouvernement, il a perdu ses élections à cause de ça.
Et les gouvernements après de Bourassa et Lévesque ont voulu régler la question linguistique. Et c'est sûr que quand Lévesque arrive à la loi 101, avec la loi 101 qui fait que le français, c'est la langue du travail, la langue d'enseignement, il corrige le problème qui perdure depuis 10 ans. Mais moi, qu'est-ce que je voulais faire? C'est que la loi 101, on la connaît, on entend souvent parler, est encore dans l'espace public, il y a toujours des débats autour d'elle, mais peu de personnes savent d'où ça part. C'est quoi Ouais, c'est l'origine? ça, oui. Puis pour ça, il fallait revenir à Saint-Léonard, puis ces histoires, je voulais raconter. C'est ça. Donc, c'est 7 ans de travail, beaucoup de découvertes, beaucoup de choses, je te dirais, de surprises quand tu as fait tes recherches, ou ça correspondait aux histoires que tu avais entendues, aux informations que tu avais comme prémisse. Mais comme je dis, je partais de pas grand-chose, vu qu'il n'y a pas grand-chose qui avait été fait de Saint-Léonard. Donc, je me suis plongé dans les archives, dans les quelques documents, les quelques livres qui existaient sur l'événement. Et ça a été comme immersif, là. Je partais, je connaissais à peu près rien. Puis le fait, le 7 ans, entre autres, c'est pour trouver les images, pour raconter. Moi, je veux pas que ce soit juste des personnes qui parlent. Je veux qu'on revive les événements, là. Ouais. Puis moi, j'accorde beaucoup d'importance aux archives dans mes films. Donc, et Québec, on a des problèmes avec l'accessibilité des archives et tout Ouais. ça. Donc, moi, ça a été juste de les trouver, de les restaurer. Ça m'a pris 7 ans, tu sais. Mais je trouvais C'est- que c'était important de prendre le temps parce que c'est une histoire complexe. C'est une histoire qui est très difficile, qui était difficile pour ceux qui l'ont vécu. La communauté italienne a été très ébranlée par ça. Ça a pris des années avant que les ponts se reconstruisent avec ouais. les francophones. Donc, je voulais prendre le temps de bien faire les choses. OK. Est-ce que tu es content du résultat? Que c'est on pourrait dire premièrement le bébé que tu as accouché. Là. Tu sais, dans le fond, c'est une gestation qui était longue. Donc, le documentaire, quand tu as fini par dire, bon, le montage est fait, c'est comme ça, je le présente, tu sentais un devoir accompli. Comment tu te sentais à la fin de toute cette pas problématique, mais toute cette présentation-là, là, tout le travail accompli jusqu'au final, le soir de la première. Là. Ah, mais moi, j'étais fier, là, comme je dis. Oui, oui, moi, écoute, tu sais, vu que j'ai pu prendre le temps de bien faire les choses, tu sais, ça a été 6 mois de montage avec le monteur Michel Giroux. Tu sais, moi, j'ai le sentiment qu'on est allé au bout de cette histoire-là et qu'on a fait le meilleur film possible avec le matériel qu'on avait. Et non, je suis fier du film. Et la réaction, je suis très content de la Ben, c'est réception. ça. Tu sais, un documentaire, c'est difficile là, de sortir en salle. Nous, on est sortis un peu partout au Québec. Le film était très longtemps à l'affiche. Il y a eu un succès critique. Donc, non, non, moi, pour moi, c'est mission accomplie. Mais c'est très bien, c'est ça. On parle de minimum de 9 semaines qui a été en salle. Il est encore en salle. Il est présenté aussi dans des clubs cinéma. Hein. Présentement, c'est bien ça, là, Oui, qui oui, que écoute, des- il continue sa tournée. Il y a plein de présentations. Ça n'arrête pas. Est-ce que tu t'aperçois que quand que les gens sortent du film, il y a un débat? Est-ce que tu as assisté à des certaines présentations puis que les gens se regardaient puis avaient l'impression de dire, oh, on n'était peut-être pas autant au courant, ça porte à réflexion, ça amène mon jugement, mes réflexions par rapport aux Français encore plus importantes? Est-ce que tu penses que Ben, c'est c'est sûr que vraiment moi, quelque ça m'a chose qui a été... permis. Tu sais, moi, c'est sûr que la famille que j'ai, tu sais, mes convictions politiques et tout ça, j'étais très favorable et je le suis encore à la loi 101. Donc, c'est sûr, mais le fait de faire ce film-là, ça m'a permis de me mettre dans la peau de l'autre. Tu sais, parce que moi, je OK. raconte vraiment à travers deux familles aux convictions différentes. Tu sais, les Baronnets qui sont pour le libre choix et les Lemieux qui sont pour que ce soit le français Ouais. dans les écoles. Donc, le fait de passer du temps avec Maro Baronnet, le plus jeune fils, ça m'a permis de comprendre les intentions. Puis tu sais, même si t'es pas d'accord, tu peux comprendre qu'il y a des gens qui ont vécu la guerre, qui fuient une certaine répression. Ils arrivent ici, on leur vend le rêve américain. Ils arrivent au Canada, ils savent même pas qu'au Québec, ça parle français et qu'eux, ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Puis pour eux, le meilleur, c'est pour se sortir de leurs conditions. L'anglais, comme les francophones à l'époque, était incontournable. Donc, ils voient ça. Donc, on comprend ça. Donc, moi, je voulais comme justement pas créer d'antagonisme et montrer un visage humain aux deux côtés. Parce que les deux familles ont beaucoup souffert. Les Baronnets ont été victimes d'attentats à la bombe pendant le conflit. Les Lemieux, eux, ça l'a brisé la famille, tout simplement.
Donc, je voulais montrer aussi les conséquences de leurs actions, de leur militantisme sur eux, mais sur leur famille aussi. Qu'est-ce qu'on appelle les effets collatéraux, là. Tu sais, il y a eu beaucoup d'effets collatéraux suite à ces prises de position-là. Exact. Là, maintenant, le documentaire va être présenté vendredi soir, donc à TVA, à compter de 10h30 le soir, mais quand même, c'est intéressant, on peut l'enregistrer, mais si on veut l'écouter à une heure un petit peu plus raisonnable, le fait d'être présenté comme ça à la télévision, pour toi, c'était une reconnaissance? C'était encore là un chemin de Damas ou c'était facile de convaincre justement une télévision grand public de présenter ce genre de documentaire? Parce que je t'ai pas dit, c'est des choses moins, on voit moins ça présentement, là, surtout à TVA, je dirais, c'est des choses moins. Oui, c'est sûr, mais moi, j'ai été chanceux parce que mes derniers projets ont eu des succès de salles. Donc, c'est sûr que ça a contribué à ce que j'aie une licence télé dès le départ. Dès le départ, c'est prévu qu'il peut passer à TVA. OK. Et pour information, vu que c'est tard, si vous pouvez le rattraper aussi sur TVA Plus OK, en oui. rattrapage. L'application, ça va être gratuit. Donc, non, non, c'est sûr que c'est une tribune exceptionnelle, TVA. Là. Avec TVA, même si c'est 6h30, tu peux aller chercher plus de 200 000 personnes, ce Ben qui est oui. énorme pour un documentaire. Là. Donc, non, non, je suis très content de ça. Donc, tu es très content de l'œuvre que tu as produite. Est-ce que c'est ça, tantôt, on parlait qu'elle est encore présentée dans d'autres salles. On parlait à Repentigny aussi, à la salle Alphonse Desjardins. Est-ce qu'il y a quand même une cédule de prévu pour 2025? Tu pourrais voir qu'en 2025, ça va être encore présenté dans plusieurs salles ou dans d'autres pays ou dans des concours ou dans Mais on fait des la tournée des présentations. ciné-clubs. Tu sais. Là, il va être présenté en Louisiane, dans un festival Ah, en Louisiane. Tu sais, puis là, tu vois, là, il est présenté à Rimouski, il est présenté, je m'en vais aux îles de la Madeleine dans 2 semaines, le présenter aux îles de la Madeleine. Donc, oui, oui, il continue à être présenté un peu partout au Québec. Là, cette semaine encore, il est en Abitibi. Donc, l'idée, c'est c'est que ça couvre tout le territoire. Tu sais. On pourrait dire que tu es sur un nuage, dans le fond, avec ce film-là et tout. Mais après ça, tes prochains travaux, tes prochains documentaires, est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu vers quoi tu te diriges? As-tu un nouveau sujet là, de prédilection qu'il faut s'attendre dans l'année ou dans les prochaines années à entendre parler de toi? Ben, c'est sûr que moi, je repars pas mal à zéro, mais d'instinct, tu sais, vu que les roses, c'est la crise, c'était la crise d'octobre, là, c'était la crise linguistique, j'ai l'impression que la meilleure façon de compléter ça, c'est la crise syndicale, tu sais. OK. Donc, c'était les 3 crises majeures des années 60-70 qui ont amené Tullement, qui ont été en partie réglées avec l'arrivée du PQ. Oui. Parce que le PQ a fait que beaucoup d'aspirations du peuple québécois étaient dans son programme, puis ça a mis fin à la violence politique. OK. Non, c'est très, très bien, c'est ça. Puis qu'est-ce que tu amènes comme point? C'est que c'était aussi l'émancipation, on pourrait dire, au niveau francophone. On a eu beaucoup, comme tu disais, dans les années 60, tu avais Maître chez nous, tu avais plein de choses, mais avec l'arrivée de René Lévesque en 76, ça l'a comme plus assis cette demande-là dans la part des Québécois. Ben, c'est ça, oui, oui, c'est ça. Ça a répondu à ces aspirations-là. Puis Chris, le PQ n'a pas tout réglé, mais ça s'est dit, tous ces problèmes-là, maintenant, ils peuvent se régler de façon démocratique. Parce qu'à la fin des années 60, le gouvernement était un peu en rupture avec la population. Là. Comme je t'ai dit, les Ouais. gens ne se sentaient pas écoutés. On arrêtait, on faisait des lois anti-manifestation. À l'époque, c'est la seule façon de s'exprimer. On enlevait on arrêtait pour des raisons absurdes, comme Raymond Lemieux dans la bataille de Saint-Léonard, qui est accusé de sédition. C'est vouloir renverser le gouvernement, ce qui est absurde parce que c'était un pacifique. Donc, tous ces éléments-là ont fait que beaucoup de gens se sont radicalisés puis qui se sont dit au Québec, la seule façon de faire avancer des trucs, c'est par la violence. Ce qui s'est pas mal terminé avec l'arrivée du Parti québécois en 76. OK. En tout cas, je te félicite beaucoup pour je vais pas dire ta résilience, parce que 7 ans quand même travailler sur un même sujet, faut être passionné. Puis on va suivre avec un intérêt, un très grand intérêt, tes prochaines productions documentaires. C'est vraiment très intéressant. Génial, mais merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir, monsieur. Merci. Bye bye. Au revoir. Mesdames et messieurs, Raymond Lemieux.
Raymond Lemieux, il a fait une vraie révolution, là. Tant que je ne serai pas derrière les barreaux, je continue à me battre pour l'avenir du français au Québec. Ils avaient une école bilingue. C'était un projet pilote. La commission scolaire demande la fin des écoles bilingues. Monsieur Mario Barone. Dobbiamo essere uniti. Mon père a dit, non, il n'y a pas question. On va se battre. Il était devenu une personne importante au sein de la communauté italienne à Saint-Léonard. C'est certain que sa présence dérangeait. Le but, l'objectif de ce mouvement-là, ce serait l'école française pour tous. Si on n'a pas notre bilingue, on ne peut pas aller dans n'importe où. La langue de la business à Montréal, c'était l'anglais. Là, j'ai vu des gens tomber autour de moi comme si c'était sur un champ de bataille. Tu reçois des appels durant la nuit qui menacent tes enfants. Des bombes à la maison pendant que tu es dedans. Ils devaient être terrorisés. Mais mon père refusait de baisser les bras. Raymond Lemieux, il a fait prendre conscience d'un problème grave, puis qui a amené le PQ à passer la loi 101. Et on dit que la Révolution dévore toujours ses enfants, mais elle l'a dévoré. Petit mot sur le budget. C'est trop simple de passer le budget comme ça. Où est-ce qu'on fait nos changements et autres? Disons que le Conseil a décidé cette année d'innover. On va mettre $1 par $100 d'évaluation. C'est une première pour le mettre sur nos routes. Un sou par $100. Oui, un sou, mais non pas $1. Excusez. Un sou par $100 d'évaluation pour nos routes. Ce moyen-là, on voulait faire ça l'an passé. Mais vous savez que l'an passé, on a augmenté les taxes en moyenne de 13 %. Il n'était pas question qu'on accumule ou faire quoi que ce soit. Donc, on s'est gardé ça pour cette année. C'est une innovation. Ça va donner, je fais un chiffron, environ 50 000 pour nos routes. On va essayer de faire ça année après année. On innove aussi, on va changer un modèle. Disons qu'on faisait des remboursements pour les activités sportives, autant soccer, hockey, patin artistique. Puis, on remboursait un gros montant pour peu de familles à Saint-Hubert. Ça allait des fois, on remboursait quasiment les taxes au complet pour activités comme le hockey ou patin artistique, dépendamment du nombre de personnes par famille. Cette année, on va y aller autrement. On va y aller sur les remboursements pour activités sportives, activités loisirs et activités culturelles. C'est-à-dire quelqu'un qui suit un cours de piano, un cours de chant, un cours de cheerleading, autant le hockey comme avant aussi, tout loisir sportif ou culturel, mais on va modifier les montants. Ça va être $200 par enfant et jusqu'à $400 par famille. C'est une première. On va voir comment on va passer notre année. On va essayer ça cette année. On sait qu'il va peut-être avoir des personnes mécontentes, surtout parmi les personnes qui avaient la moitié du remboursement pour le hockey. Oui. Juste une question. Vous dites $200 par enfant? Oui. 400 par famille, mais est-ce que les adultes sont inclus là-dedans? Non, c'est 16 ans et moins. Seulement les enfants. 16 ans et moins. Donc, je parlais des personnes qui vont peut-être être mécontentes de ça, peut-être les familles, parce qu'on remboursait beaucoup plus pour le hockey, mais on trouvait que rembourser de gros montants pour 10 à 11 familles dans Saint-Hubert, on aimerait mieux élargir, donner moins, mais plus d'activités pour plus d'enfants, pour plus de familles à Saint-Hubert. Donc, on va vivre cette année, puis on verra comment ça va aller, mais on prévoit que ça va quand même aller bien aussi. Nos projections, c'était, en premier, on avait discuté de même rembourser pour l'achat d'activités sportives, un hockey, un patin, un ski ou autre, là, jusqu'à nos hauteurs, le même montant pour la famille, mais on aimerait mieux vivre ça cette année. On va voir comment ça va. Parce que la gestion des reçus ou autres, là, on veut éviter toute tentative, on peut dire, de fraude, d'acheter des skis pour
mon petit-neveu ou quelque chose de même, là, quelque chose du genre, mais on va essayer de ficeler ça un peu mieux pour l'année prochaine, puis on verra après cette année comment on va vivre ça aussi. Donc, c'est les gros changements. Il n'y a pas beaucoup de changements. Autre chose qui s'est passée durant l'année, disons que la TEC, c'est la taxe sur l'essence du Québec qui est remise aux municipalités. Nous, on doit dédier ça en grande partie pour notre usine de filtration, mais il y a un bon pourcentage qui doit être pour la population aussi. Cette année, la TEC devait être dédiée en grande partie pour notre usine, mais les travaux à l'usine ils ont retardé pour différentes raisons. Travaux d'ingénieurs, le temps, la température aussi. Puis, quand c'est venu le temps de faire les travaux à l'usine, les études de sol avaient été faites parce qu'en premier, on mettait notre bassin, c'est ça le bassin? La réserve d'eau était supposée être en avant de l'usine. Puis, en faisant les tests de sol, c'était correct, il n'y avait pas de roc. On a décidé de mettre ça en arrière, mais la situation n'était pas pareille, il y avait beaucoup de roc. Fait que là, il a fallu dynamiter, ça a retardé les travaux, puis ça a augmenté les prix aussi, mais toujours est-il qu'il y a un gros montant qui devait être dédié à ça, qui n'a pas pu être dédié à ça. Donc, c'est plus ou moins 500 000 qui devaient être dédiés à ça aussi, mais qu'on n'a pas pu... non, c'est 876 000 qui étaient dédiés à ça. Il y a plus ou moins 500 000 qui devaient être dédiés à ça, mais qui n'ont pas pu être dédiés à ça. Donc, on a contacté différentes personnes pour voir jusqu'où on pouvait aller avec justement cette dépense-là qui pouvait être allouée aux subventions. Et puis, on a découvert qu'on pouvait aller chercher des dépenses qui avaient été faites depuis 2019 sur des routes, du pavage ou autre. Fait qu'on va fouiller dans nos anciennes dépenses depuis 2019, puis on va en dédier justement pour écouler cette subvention-là qui est échue en décembre de cette année, puis qui aurait été complètement écoulée par l'usine, mais ce n'est pas le cas. Puis, on en profite aussi qu'on sait qu'on ne dépensera pas tout le 500 000, mais on va le dédier au terrain de tennis pickleball, qui avait un montant déjà qui était dédié à une subvention, mais on peut ajouter cette subvention-là. Donc, le terrain de tennis, il va être entièrement subventionné. Donc, on est content du résultat, mais vu que on sait que c'est des vases communicants quand même, là, l'année prochaine, les années futures, ce qui doit être dédié à l'usine, c'est des sommes qu'on aurait dédiées là, mais toujours est-il qu'on va essayer de perdre le moins d'argent possible avec ces subventions-là. Ensuite de ça, puis en passant, la TEC, c'est un moyen aussi de dépenser cette subvention-là pour le plus de personnes possible dans la municipalité. L'offre est là pour ces personnes-là. Donc, on est content de ça aussi. En gros, on est en bonne situation financière, ça va bien. On avait prévu un déficit à la fin de l'année d'environ 200 000, mais avec toutes les dépenses qui n'ont pas été faites, autant du côté de l'usine que différents éléments au courant de l'année, on se retrouve avec un surplus de 500 000. Donc, c'est une grosse différence aussi. Donc, on est content de ça. On peut élaborer des projets. C'est là-dessus qu'on s'en va. Parmi les projets, il y a la réfection de l'aqueduc sur la rue Vadnet, sur Moulin-Doucet, avec le pavage en entier sur celui-là aussi. Le prolongement de la rue Isabelle pour rejoindre le domaine Bellemare. Ça, c'est conditionnel aussi avec des subventions. La réparation des ponceaux de Gonzague-Brizard, qui va être en route au mois de janvier, probablement, de Bélanger aussi. Mais ce qui s'ensuit, c'est le ponceau de Coulombe qui va être dû aussi. Mais ça, probablement, ça va être à nos frais, ça. Oui, ça va être à nos frais de Coulombe. Donc, ensuite de ça, c'est là, on a planifié, élaboré en vue de recevoir des subventions pour le PAC. Donc, il faut dépenser pour essayer d'avoir des sous. Donc, c'est voir le plan, pas le plan, mais la phase 2 de notre PAC, du côté patinoire, pétanque, stationnement, l'aménagement de tout ça. Donc, on est à faire des travaux. On va le voir dans la prochaine séance, là. Faire des devis avec architectes et ingénieurs pour faire des demandes de subventions. Puis c'est les subventions qui vont faire
on va-tu là-dessus ou pas? C'est à suivre pour 2025. Dans les projets, bien, c'est sûr qu'il y a la finition des travaux de notre hôtel de ville, la conversion de l'hôtel de ville actuel en salle communautaire, ça aussi, avec les subventions qui viennent avec, terminer les travaux de la mise à niveau de l'usine de filtration, c'est-à-dire nouvelle réserve, mise à niveau de toute l'usine au complet pour la filtration. Ça, c'est avec les plans de vie, agrandissement. Disons qu'il faut dépenser pour avoir des subventions encore une fois. Mais au final, on va se retrouver avec une usine de filtration qui va être à la fine pointe de la technologie, c'est le cas de dire. Puis ça va être bon pour 40 à 50 ans avec une très bonne usine aussi. Donc, on n'a pas de prévision de règlement d'emprunt en tant que tel. Notre côté matériel, le côté machinerie, tout est correct. On n'a pas besoin d'aller là-dessus. On fait des dépenses sur les décorations de Noël encore. On a mis des décorations de Noël cette année. On a reçu toutes sortes de commentaires, si on peut dire. On a reçu beaucoup plus de félicitations que de reproches. Donc, on va en ajouter un peu. Puis, on va essayer de penser, on va le dire comme ça, aux extrémités de Saint-Cuthbert, c'est-à-dire du côté Saint-Edmond, du côté Saint-Barthélemy. Ils font partie de Saint-Cuthbert, fait qu'on va essayer de penser à eux autres aussi de ce côté-là. Saint-Viateur. Saint-Viateur. Ben oui, c'est ça. Saint-Viateur, Saint-Barthélemy. Comment? Préparer l'asphalte pour mettre des guirlandes à l'autre bout. Ben, ça aussi, ça fait partie des projets. Ça, c'est un autre budget, ça. Ouais. Donc, on est fiers de présenter ce budget-là, qu'au final, sur papier, ça donne un déficit de plus ou moins 30 000 $, mais on va avoir quand même on prévoit avoir un surplus de 1,5 million environ. Je fais un chiffron, là. Donc, l'augmentation totale cette année, c'est de 3 sous par 100 $ d'évaluation. Donc, on part de 58 sous à 61 sous. Ça a une augmentation moyenne entre 3,5 et 4,5 %. Non, c'est 60 si on ne compte pas aller plus loin. La réserve de Bois-Qui, hein? Oui, la réserve est 1 sou. Donc, en tout, c'est 3 sous. Mais l'augmentation des taxes, c'est 2 sous plus 1 sou pour la réserve. Pour autres projets, on est fiers d'avoir fait ce budget-là. Disons que l'année passée, c'était un léger problème pour un résultat d'augmentation moyenne de 13 %. Parmi nous, il y en a qui ont augmenté de 45 % l'année passée. Disons que c'est une grosse année l'année passée. On a passé au travers, puis là, cette année, on est fiers de ça. Puis comme autre projet, on veut, via une subvention qui va venir... qui va nous parvenir de la MRC, c'est le projet Signature d'innovation, bien, on va un peu plus garder une note et s'organiser pour faire connaître notre parc, c'est-à-dire on va mettre des grands panneaux de publicité à l'entrée, entre autres, Vanney et Vanney principal, un autre panneau à l'entrée du parc. On va avoir des indicateurs là-dessus. On va avoir des bornes de recharge de vélo qui vont être payées par ça aussi. L'Internet, puis probablement du mobilier de parc aussi pour notre jardin permaculture en bas. Donc, tout ça, ça va être fourni. Donc, on est content. Ça a l'air de rien, là, mais c'est peut-être un chiffre alentour de 100 000 $ qu'on va avoir via cette subvention-là. Donc, on est heureux de ça. Donc, j'ai fait en gros le tour de des modifications pour le budget de 2025. On va commencer debout. Donc, je vous rappelle que c'est le dernier cours de la série. Là, j'imagine que tout le monde est au courant. J'en ai parlé la semaine passée. J'ai envoyé une infolettre et j'ai fait l'annonce sur Facebook. Et puis, à nouveau, là, je remercie l'équipe du CRTB, Xavier, qui est juste devant, derrière la caméra, et puis Daniel, qui est derrière l'écran. Et voilà. Fait que, on va commencer le cours aujourd'hui debout. Fait que vous pouvez vous lever. Et puis, oui. Oui, il faut éteindre les micros.
si ce n'est pas déjà fait. OK. Donc, une position confortable. Et on va prendre quelques instants pour s'intérioriser. Donc, assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, que les épaules sont relaxes, que les mâchoires sont relaxes. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermer les yeux. Et on va prendre quelques respirations lentes, conscientes. Et répétez mentalement son Sankalpa à quelques reprises. Et on va y aller tout de suite avec la mudra du jour. Donc, je vais prendre mon livre là, pour ne pas vous donner les bonnes instructions, puis pour ne pas vous donner les explications qui fitent avec une autre mudra. Donc, c'est une mudra pour cultiver sa joie. Fait que j'ai pensé que c'était opportun avec la neige qu'il y a aujourd'hui dehors, puis avec les nouvelles là, par rapport à la pandémie qui ne s'essouffle pas, on dirait. Donc, cultiver sa joie en toutes circonstances, voilà ce que les mudras proposées vont vous apporter. En fait, il y a toute une série de mudras là, c'est toujours issu du même livre. Il y a toute une série de mudras qui aident à cultiver la joie ou à réguler les émotions, mais on va en faire seulement qu'une aujourd'hui. Donc, si vous vivez une journée de rêve, une mudra vous fera prendre davantage conscience de cette chance. Si vous vous sentirez encore mieux, vous sentirez encore mieux sa puissance que vous décuplerez. Si vos jours sont noirs, une mudra sera comme un rayon de soleil qui réussit à percer entre deux gros nuages de la tempête. Si tout est gris, une mudra vous aidera à faire venir la joie, à la provoquer même, puis à l'entretenir et à la garder bien au chaud. Donc, la mudra, c'est celle-ci. Donc, la paume des mains est tournée vers soi. On accroche les pouces ensemble et puis les autres doigts sont ouverts. Donc, les mains, je pense que c'est au niveau du cœur, là, mais je vais vous lire l'explication là, pour être certaine que je ne fais pas d'erreur. Donc, ça s'appelle Garuda Mudra et geste de l'aigle, roi des oiseaux. Donc, croisez les mains devant la poitrine, la main gauche restant vers l'extérieur alors que la main droite est près du corps. Les paumes des mains font face au cœur, les pouces entrelacés. Les pouces accrochés et les autres doigts étendus forment les ailes d'un oiseau. Les doigts peuvent être assemblés ou écartés. Bon. Garuda Mudra cultive l'harmonie et offre un sentiment de légèreté et de liberté. On la surnomme le geste de l'aigle en la position des doigts rappelant les ailes d'un oiseau. En faisant un balayage devant l'abdomen, le nombril, l'estomac et la gorge, un alignement subtil se fait en douceur et cultive l'harmonie en offrant un sentiment de légèreté et de liberté. Les pouces activent de manière puissante l'élément feu, purifiant ainsi les organes internes, et quand les mains s'ouvrent comme des ailes, ceci active la circulation du prana, l'énergie vitale, dans tout le corps. On peut ajouter un exercice de visualisation. Donc, visualisez une cage à oiseau plutôt, grande et belle, avec un magnifique oiseau à l'intérieur sur une terrasse au dernier étage d'un immeuble en ville, près d'un grand parc. Vous ouvrez la porte de la cage,
L'oiseau s'envole, il virevolte dans tous les sens, ivre de bonheur. Vous le regardez, vous souriez et il revient se poser non loin de vous avant de repartir voler, voler, voler. Le spectacle vous remplit de joie tout autant que d'être à l'origine de cette libération. Et le Sankalpa qu'on peut dire intérieurement, je me sens bien, je me sens libre, je me sens en joie. C'est bien, vous pouvez ramener les bras le long du corps. Je vous rappelle que les mudras, on peut les faire, je trouve que c'est une belle petite routine pour démarrer sa journée. Fait que si vous avez le goût de les faire pendant toute la semaine qui suit le cours, hein, ça prend 5-10 minutes, pas plus. Fait que c'est une belle façon de démarrer sa journée. Et on va poursuivre avec cette semaine un do-in. Fait que écartez un peu les pieds. Amenez les mains ensemble et on frotte vigoureusement les mains ensemble l'une contre l'autre pour amener de la chaleur. Donc un do-in, c'est un automassage qui permet d'activer la circulation d'énergie dans le corps. On place le bout des doigts, donc les doigts sont écartés, le majeur, l'index et l'annulaire sont un peu écartés. On les place en haut du front et puis on fait des petites rotations avec les doigts pour faire bouger la peau. Donc on part du sommet du front puis on descend lentement. Assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, les mâchoires relaxent. Donc, on continue à descendre sur les joues. Jusqu'au maxillaire inférieur. Et puis, on va poursuivre avec des gestes plus spécifiques. On va coller, peut-être Xavier, que tu pourrais